Bonjour. Voilà, nous démarrons le panel qui tourne autour de la thématique accélérer de la dynamique entrepreneuriale des femmes en Afrique, avec évidemment la dimension améliorer l'accès au financement pour soutenir la dynamique entrepreneuriale. Euh, D'abord, je dis un mot, je m'appelle Hichem Benyai, je suis journaliste, expert en géopolitique, et j'ai la chance d'avoir un panel ce matin de deux femmes et d'un homme qui vont aujourd'hui nous expliquer la problématique du financement dans l'univers de l'entreprise. Bonjour, je voudrais d'abord passer la parole pour que chacun dise un mot de son parcours et puis après on démarre l'échange. D'abord, Afsat Abiola, est-ce que vous êtes là? Oui, mais est-ce que Ah vous oui, on pouvez... vous voit. Mais Voilà, moi, c'est c'est... parfait. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien. En tout cas, on est ravis d'abord que vous vous exprimiez en français. Vous avez fait un progrès considérable depuis, Oui, depuis que il vous y a êtes. beaucoup de progrès, mais c'est pas si bon non, quand même. Mais si, en tout cas, vous arrivez à, dire des choses en français et c'est déjà compréhensible. En tout cas, dites-nous d'abord cette aventure à la tête de Women in Africa. Quelques mots avant de revenir vers vous. C'est tout a commencé avec une femme, une Française, Aude-Auton, qui est très bien connue en France et en Europe et aussi même aux États-Unis parce qu'elle a créé Women's Forum for the Economy and Society, une grande entreprise pour les femmes leaders partout. Mais quand elle l'a vendue, elle a décidé, parce elle était convaincue que les femmes africaines sont uniquement dynamiques, de créer une entreprise pour soutenir les femmes en Afrique. Et après 2 ans, j'ai commencé avec eux comme la présidente et je suis une partie d'une équipe magnifique. Nous avons des Françaises, nous avons aussi des Sénégalaises, des Marocaines. Nous avons plusieurs membres de notre équipe qui sont tous convaincus dans la dynamisme des femmes en Afrique. Et c'est de notre part de créer les services pour eux, pour établir les champions comme Roland Berger, comme Société Générale, pour eux, pour les accompagner, parce que nous comprenons que pour les femmes en Afrique, pour assurer que les femmes en Afrique peuvent gagner, il faut avoir les soutenir, des gens qui les soutiennent. Parce qu'il y a aussi beaucoup de barrières qui restent sur le devant. Et pour enlever les barrières, il faut avoir le soutien puissant. Avant Et d'aller plus loin dans cette problématique, parce que c'est le sujet du jour aussi, oui, on reviendra sur Women in Africa. D'abord aussi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes une femme de l'action. Juste de mots, dans quel secteur que faites-vous à la tête de vos projets? d'être une partie de l'équipe de Women in Africa, j'étais un membre de cabinet d'un gouvernement national au Nigeria, dans l'État industriel qui s'appelle Ogun State. J'étais special advisor pour le gouverneur et de cette rôle, j'ai soutenu toutes les entreprises qui vont investir les investissements dans notre État. Et aussi, c'était mon responsabilité de s'occuper tous les programmes pour the Millennium Development Goals, la programme des Nations Unies pour promouvoir le développement partout et
Et avant ça, j'étais une militante pour la démocratie dans mon pays. Et Qui est le Nigeria, évidemment. oui, oui, au Nigeria, oui. Et c'était pour tout ça que toute ma vie, j'étais pour la femme en Afrique parce que, en fait, ma mère était une militante et elle était tuée par l'armée pendant le mouvement pour démocratie au Nigeria, mais elle était aussi entrepreneuse. Et je l'ai vue quand j'étais jeune, comme elle a gagné beaucoup de succès et avec son réseau, avec des milliers de femmes entrepreneuses au Nigeria, ils ont monté une résistance contre l'armée, contre la dictateur. Et j'ai pensé que si les femmes en Afrique peuvent assurer leur place, pour gagner leur place, surtout elles peuvent transformer le continent. Absolument. Ça sera des éléments qu'on va évoquer, évidemment, mais je continue le tour d'horizon des panélistes et je m'adresse à Esther Dassanou pour nous dire deux mots d'elle, de son parcours. Merci Hichem et bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Esther Dassanou. Je suis en charge du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa. Donc, on va essayer de le dire en français. C'est l'action affirmative pour le financement des femmes et particulièrement des femmes entrepreneurs en Afrique de la Banque africaine de développement. Donc, je dois dire que ça fait environ aujourd'hui un peu plus de 15 ans que je travaille particulièrement dans cette filière où j'œuvre à vraiment la croissance de l'entrepreneuriat féminin. Bon, d'abord, j'ai commencé en Afrique. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine et en Asie, où j'ai eu l'opportunité aussi bien de travailler avec des institutions financières, des assureurs et des membres du gouvernement pour traiter de la thématique de l'accès aux services financiers en général pour les femmes entrepreneurs plus particulièrement. Donc, grosso modo, voilà, c'est moi. Eh bien, vous allez vraiment nous donner plein d'éléments qui vont servir aux femmes qui sont à l'écoute. Aujourd'hui, en tout cas, il y a 320 inscrits à ce webinaire. C'est dire l'importance du sujet. Et au passage, je dis un grand bonjour à Aude de Thuin qui nous regarde de quelque part dans cette galaxie merveilleuse du web et de ce panel. Laurent Benarous, vous êtes le maître de cette étude, mais d'abord deux mots sur vous. Oui, Hichem, merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et de participer à cette table ronde avec Afsat et Esther. Pour ce qui me concerne, moi, je suis membre du conseil de surveillance du cabinet Roland Berger et j'ai le plaisir depuis plusieurs années, effectivement, de collaborer avec Afsat, de collaborer avec Aude au travers du partenariat que nous avons avec Women in Africa. Peut-être deux mots sur les raisons de ce partenariat. Women in Africa est une initiative qui, dès le début, nous a semblé extrêmement importante et fondamentale pour le développement économique du continent africain, au-delà de la condition de la femme et au-delà des sujets d'équité sur lesquels Women in Africa se bat. Je pense que l'objectif, et je parle sous le contrôle d'Afsat et d'Aude, c'est effectivement de démontrer et de faire apparaître que la contribution des femmes au développement économique du continent est fondamentale et qu'au-delà même de l'impact que ça a sur les femmes, l'impact que ça a sur la société, que ça a sur les hommes et sur les pays en général est fondamental. Et donc, comme nous, on est spécialisé effectivement sur ces sujets de développement économique, d'appui des gouvernements à leur développement économique, on a voulu, depuis plusieurs années, s'investir aux côtés de Women in Africa pour justement faire ce que l'on sait faire, c'est-à-dire des études, factualiser des éléments, démontrer, mesurer l'impact que les femmes ont sur les économies africaines et évidemment en creux faire apparaître ce qu'il est nécessaire d'améliorer pour que cet impact soit de plus en plus fort.
Et donc, c'est la troisième étude que nous menons aux côtés de Women in Africa. Oui, justement, volet. d'abord, plantez-nous le décor, c'est-à-dire que d'abord, la problématique soulevée et surtout, comment vous l'avez cernée, puisque vous avez fait un rapport de 20 pages avec 4 articulations et qui véritablement nous permet de pénétrer dans cette expertise et surtout le décryptage qui permet de prendre les bonnes décisions pour les gens, en tout cas les hommes et les femmes qui sont au cœur de l'action. Oui, et effectivement, comme je le disais, cette étude n'est que le troisième opus, on dirait aujourd'hui le troisième épisode de la série, du décryptage de ce qui marche et ce qui marche moins bien dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, la première étude consistait déjà à mesurer l'impact de l'entrepreneuriat féminin et ses enjeux pour les économies africaines. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait il y a 3 ans, j'y reviendrai pas, mais en substance, ce que disait cette étude, c'est que cet impact est déjà très important. Du reste, d'ores et déjà aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin, c'est 24% des femmes africaines, donc c'est un taux extrêmement élevé, le plus élevé au monde, c'est-à-dire que le continent africain est celui où les femmes entreprennent le plus. Donc, c'est déjà extrêmement favorable. Et l'impact sur le PIB africain est entre 7 et 9%. Donc, c'est colossal. Cette contribution est colossale au développement économique du continent. Donc, ça a été la première étude. La deuxième étude, elle a consisté de manière un peu plus globale à regarder qu'est-ce qui faisait que ce 7 à 9% n'était pas plutôt 20, 25 ou 30%. Donc, on a identifié un certain nombre de barrières qui empêchaient le développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc là non plus, je n'y reviendrai pas, ce serait trop long. Et cette fois-ci, donc on est dans une logique d'entonnoir, on rentre dans un sujet encore plus précis qui est le sujet de l'accès au financement. Oui. Et donc, l'objectif de cette étude a été d'identifier aujourd'hui qu'est-ce qui, du point de vue de l'accès au financement, est inéquitable, est inégal entre l'homme et la femme entrepreneur en Afrique. Et effectivement, on a fait apparaître un certain nombre d'axes d'amélioration. Le premier, mais on y reviendra dans cette étude, c'est qu'on a le fait majeur, c'est qu'on fait apparaître que finalement, aujourd'hui, la microfinance, ce qui permet de démarrer une entreprise, qui permet d'obtenir des petits prêts au maximum 1 000 €, là aujourd'hui, les femmes sont très présentes, les femmes entrepreneurs sont très présentes, et d'ailleurs, à peu près 3/4 des prêts obtenus au travers de microfinance ont pour destination des femmes. Donc ça, c'est un sujet qui est derrière nous. La question maintenant, c'est au-delà. C'est-à-dire qu'on a créé son entreprise, sa petite entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à du financement plus massif pour la développer, pour aller vers une croissance plus forte? Et là, on observe qu'effectivement, dans le monde de la petite entreprise, on n'est plus dans l'entreprise qui débute, mais dans l'entreprise qui a 2-3 ans, qui commence à avoir un peu d'activité, qui commence à rentrer dans l'économie formelle. Là, il y a un vide. Et c'est ce qu'on a qualifié comme étant le vide de la mésofinance, c'est-à-dire ce n'est pas la microfinance, ce n'est pas le prêt bancaire massif, c'est quelque chose d'intermédiaire qui permet à l'entreprise de se développer. Donc, on s'est focalisé là-dessus, et je ne serai pas beaucoup plus long, mais en disant que finalement, il y a à la fois il y a 2 axes à travailler. Il y a l'axe de l'offre, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'une offre apparaisse sur ce cluster-là entre 2 000 et plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'une part. Et qu'est-ce que doivent faire les femmes entrepreneuses pour rencontrer cette offre? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait rencontrer l'offre et la demande? Et on en parlera pendant le webinaire. Il y a effectivement des propositions assez concrètes qu'on a faites pour que les deux se rencontrent. Peut-être d'un mot, parce que beaucoup, en dehors de ceux qui sont dans l'action, ne comprennent pas tout à fait le mot mésofinance, et peut-être une explication pour que le décryptage soit facile après. Oui, écoutez, pour le faire très très simple, c'est vraiment une question de volumétrie. Si vous voulez un prêt de 500 000 €, on considère que c'est de la microfinance. Si vous voulez un prêt à partir de 1 000, 2 000 € jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros, ce serait de la mezzofinance. Au-delà, c'est du financement bancaire classique. Vous allez dans votre agence et vous parlez à un conseiller pour qu'il vous octroie un crédit. Donc, c'est cette frange intermédiaire en termes de montant. Oui. Donc, entre 2 000 et quelques dizaines de milliers d'euros. Alors,
sur le marché, vous savez, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. En réalité, il s'agit des Afriques, puisqu'il y a une telle variété de modèles, d'espaces linguistiques. Et c'est une chance en réalité pour l'Afrique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la transposition des expériences, c'est-à-dire que l'utilité de pouvoir profiter des expériences qui marchent. Pour revenir à l'étude, vous avez établi des typologies, notamment, vous savez, les femmes, c'est le pilier de l'économie en Afrique, c'est vraiment un élément, un facteur clé dans ces dynamiques, mais en même temps, il y a ce handicap formidable qui est l'économie africaine est à 85% dans l'informel. Alors, justement, comment vous avez pu naviguer dans cet univers pour pouvoir avoir ces outils d'analyse, d'études, et pour aller vers cette conceptualisation que vous avez réalisée en termes de besoins de financement? Alors effectivement, ça c'est un sujet qu'on a en général dans toutes les études qu'on mène sur les économies. Vous avez raison de le dire, parlons des économies africaines plutôt que de l'économie africaine. C'est l'accès à l'information. En fait, c'est un travail de fourmi, j'ai envie de dire. Et la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, on connaît bien d'abord, chez Roland Berger, on connaît bien ce continent. Donc, on a déjà, nous, nos bases d'information. Et puis, on a eu la chance de travailler avec Women in Africa, d'une part, qui, là aussi, est très, très bien connectée à l'échelle micro sur la réalité africaine. Donc, on a pu mener des entretiens, on a pu interroger des financeurs, on a évidemment travaillé avec des banques multilatérales comme la BAD, qui elles aussi connaissent très, très bien cette réalité. Et donc, il est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, pour obtenir des statistiques, pour savoir quels sont pays par pays le niveau d'accès au financement, tout ça passe par de l'enquête terrain qu'on a soit fait nous-mêmes, soit pour lesquels on a capitalisé sur des études précédentes, soit sur nos partenaires qui eux aussi connaissent très très bien cet environnement. Donc il est certain qu'effectivement les chiffres que l'on produit ne sont pas vrais à la virgule, et d'ailleurs vous voyez on est souvent en fourchette 7 à 9% du PIB, tout ça est très difficile à appréhender, mais ce qui est certain c'est qu'on est dans les bons ordres de grandeur et qu'on ne se trompe pas lorsqu'on dit qu'effectivement sur cette tranche de financement de Mésofinance, là aujourd'hui il y a un déficit extrêmement clair. Et d'ailleurs, c'est pas une alerte, simplement pour dire la microfinance a fait son boulot et que étape par étape, finalement, on accompagne le développement de l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, on est à l'étape d'après, donc ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Apportons des solutions à cette problématique-là. Afsat, ça serait intéressant d'avoir votre regard de chef d'entreprise et puis aussi d'être présidente de Women in Africa. Comment voyez-vous ce problème? Parce qu'on voit, il y a des freins, il y a la réalité aussi. Je pense que c'est un élément fondamental d'être dans la pédagogie. Comment voyez-vous ce problème concrètement? Tous les tous nos, tous nos membres dans le réseau de Women in Africa demandent tout le temps pour accès au crédit. Ils demandent ça et même maintenant dans plusieurs pays en Afrique, à cause de la pandémie, le gouvernement, il y a des programmes pour aider des entreprises et nous écoutons l'annoncement à la télé, mais nos membres ne peuvent pas avoir accès à tout ce qu'ils ont entendu. Et c'est étrange. Et je pense que pour moi, je me sens très encouragée parce qu'il y a beaucoup d'attention maintenant sur ce problème. Même en termes des consultants, les grands consulting companies comme Roland Berger, mais aussi de la part de BAD qui a créé un produit qui est unprecedented. En anglais, c'est comment en français ça? C'est en fait. Qui est unique et très, qui est très, dont nous avons besoin dans le marché. Et je pense que maintenant,
je me souviens de mon pays. Quand, dans les années 80, à la télé, tous les divertissements, c'était des États-Unis ou de Inde ou de la Chine. Mais maintenant, vous pouvez regarder la télé au Nigeria. Nous avons plusieurs films nigériens parce que maintenant, notre industrie cinématographique, je pense, c'est le troisième du monde. Oui. Qu'est-ce qui se passait pour avoir cette réalité? C'est le gouvernement qui a décidé qu'il y a un problème et qui a créé l'espace pour nous. Il a mis en place une régulation, la politique qui dit que la télévision ne peut pas montrer, doivent avoir 50% de programmes, d'émissions de notre pays. Au début, il n'y a pas suffisamment de programmes, mais parce qu'il y a d'espace créés par notre gouvernement, nos actrices, nos acteurs, nos réalisateurs ont créé des produits et maintenant, nous sommes partout en Afrique, nous sommes partout Amérique latine et partout. On a compris, c'est-à-dire que l'impulsion doit venir de l'État stratège. Si nous décidons d'aider les femmes en Afrique et nous coordonner nos actions, comme les consulting pour faire l'analyse et recherche, comme la BAD pour créer des produits et mobiliser les fonds partout du monde, nous pouvons gagner pour les femmes en Afrique parce que c'est nous qui devons décider et mettre en place des produits pratiques. Les femmes déjà comptent sur nous, ils nous attendent. Oui, mais il y a une étape nécessaire, c'est d'abord de réduire les freins, parce qu'il y a des freins psychologiques et socio-culturels. Comment aujourd'hui s'engager dans cet encadrement pour pouvoir desserrer les taux et permettre à la libre initiative des femmes d'aller en conquérante pour demander des financements, etc. Comment concrètement vous le voyez? C'est simplement les questions de formation, de mentoring. Et ça, c'est toutes les choses que nous faisons chez WIA. Nous mettons en place les formations avec Honoris United Universities pour faire l'assessment des femmes entrepreneurs, pour identifier les faibles et comment nous pouvons nous soutenir. Et aussi avec mentoring avec Deloitte, nous faisons maintenant. Mais il faut faire plus que nous faisons peut-être pour 54 femmes dans chaque pays et pour mentoring nous faisons avec 56 femmes. Mais ça, c'est pas suffit. C'est vous qui avez déjà dit que nous sommes 1 milliard plus de personnes en Afrique. Il faut identifier des partenariats comme nous pouvons démocratiser les opportunités comme ça, les opportunités de formation, les opportunités de mentoring et tout ça. Avec ça, les femmes en Afrique sont déjà là et elles ont déjà créé des entreprises. Et quand nous les donnons les utiles, elles peuvent faire plus. C'est nous qui devons mettre en place des produits. C'est pas elles qui manquent, c'est nous qui n'ont pas assez de partenariats maintenant. C'est nous qui devons changer la situation. Oui. Esther Dassanou, vous êtes domiciliée à la Banque africaine de développement, ce qui la banque de la connaissance et du savoir sur l'Afrique. C'est une institution, un axe majeur pour le développement de l'Afrique. Comment d'abord voyez-vous cette question à votre niveau? Vous avez été cité en tant que banque à plusieurs reprises dans le débat. Comment voyez-vous cette question des femmes dans l'univers de l'entreprise et surtout par rapport au financement?
Merci encore, Hichem. Je crois que pour nous, à la Banque africaine de développement, c'est clair que notre continent ne peut pas se développer, ne peut pas atteindre cette croissance économique vers laquelle nous tendons si les femmes entrepreneurs n'ont pas l'espace en fait de jouer le rôle qu'elles devraient. D'être les entreprises qu'elles peuvent être, d'avoir une certaine taille, mais pour que ceci puisse se passer, bien sûr, il faudrait qu'elles aient l'accès au financement, l'accès au marché, l'accès à la formation, mais aussi faudrait-il encore que les politiques qui sont en place puissent aussi permettre aux différents acteurs de pouvoir jouer le rôle important qu'ils ont. Donc, c'est basé sur ça, justement, donc, que nous avons créé AFAWA et qui aujourd'hui se veut vraiment de réduire l'écart financier. Concrètement, c'est quoi le rôle de AFAWA? C'est-à-dire que, moi, par exemple, une femme chef d'entreprise s'adresse à vous et déployez-moi le mode d'emploi. Voilà, donc j'y arrive. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est de réduire cet écart de 42 milliards de dollars auxquels font face les femmes en termes de besoin d'accès au crédit. Et pour la femme entrepreneur, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si elle devait aller dans une institution financière pour demander un prêt, ce qui se passerait, c'est qu'on lui demanderait une garantie. On lui demanderait d'avoir des états financiers, on lui demanderait d'avoir une certaine connaissance de son entreprise, du risque que son entreprise pourrait éventuellement encourir, etc., etc., etc. Donc, avec AFAWA, ce que la Banque africaine de développement se propose de faire, c'est de réduire le risque que présente la femme entrepreneur devant le financeur. Et donc, en faisant cela… En tant qu'élément de garantie. C'est ça? Voilà, donc c'est un élément de garantie qui permettrait de couvrir tout prêt octroyé à une femme entrepreneur entre 50 à 75% du montant octroyé si jamais il arrivait qu'elle n'arrivait pas en fait, et si jamais elle se trouvait dans une situation où elle ne pourrait pas payer son prêt. Et on se base particulièrement sur le fait qu'on sait, et les recherches l'ont démontré, que les femmes épargnent beaucoup, qu'elles font très attention aux différents risques et que quelque part même, avant qu'elle n'ait pris le prêt, elle a déjà pensé à comment est-ce qu'elle va le rembourser. Ce qui veut dire qu'elle paie mieux, entre autres, mais à cause du manque de données, à cause des états financiers qui ne sont pas là, à cause de la taille de leur entreprise, et c'est ce que la recherche faite par Roland Berger montre aussi, les sociétés financières, les institutions financières ne sont pas prêtes en fait à prendre le risque quand il s'agit de ces entreprises-là. Donc, d'avoir une initiative comme AFAWA qui accompagne aussi bien les institutions financières à aider ce segment, qui accompagne les femmes entrepreneurs aussi à accroître leurs connaissances, gérer leurs entreprises aussi bien que les hommes gèrent des entreprises TPE ou PME, de travailler en étroite collaboration avec les différents gouvernements du continent afin d'avoir des politiques et des réformes en place justement pour pouvoir permettre aux différents interlocuteurs de jouer leur rôle, en fait, ouvre la porte quelque part et permet un meilleur accès au financement pour les femmes. Chacun sait que la BAD ne prête pas en direct, c'est une banque de développement, donc ça passe par soit les banques, soit les fonds d'investissement, soit des structures financières. D'abord, pour que tout le monde comprenne votre action et qu'il y ait une lisibilité forte pour qu'on puisse s'adresser à vous et s'intéresser à vous. D'abord, donnez-nous un exemple pour qu'on sache d'abord quel est le budget de AFAWA. Le budget d'AFAWA, bon, je vais le dire comme ça. Aujourd'hui, nous avons pu mobiliser, grâce au G7, et particulièrement la France d'ailleurs, ainsi que les Pays-Bas,
et différents membres du G7 et quelques autres pays, nous avons pu mobiliser environ 300 et quelques millions de dollars pour AFAWA. Cependant, comme vous le dites si bien, nous travaillons à travers les institutions financières qui ont un rôle à jouer. La banque, en tant que telle, n'a pas les capacités d'aller directement vers les entreprises gérées par les femmes. Les institutions financières sont là pour jouer un rôle et il faudrait qu'on les utilise. Bon, maintenant, il y a différents types d'institutions financières aussi, ça, il faut le comprendre. Comme Laurent l'a dit, on parle de microfinance, on parle de mésofinance, on parle de banque commerciale, il y a des financements par action, il y a des financements participatifs. Donc, aujourd'hui, une femme entrepreneur doit savoir où est-ce qu'elle se trouve et quelle est la meilleure entité pour elle, pour qu'elle puisse accéder au financement dont elle a besoin. Voilà, donc la banque, donc, du coup, va travailler à travers ces institutions financières, va investir, donc c'est soit des lignes de crédit, soit des lignes de garantie qui permettront justement à ces institutions financières de prendre le risque et de prêter aux femmes entrepreneurs. Je vois que le temps file, il faut avoir la maîtrise du temps et je pense que c'est un sujet passionnant, il y a de multiples aspects et pour qu'on reste dans la cohérence, pour que tout ce que vous dites soit compréhensible et surtout utilisable en termes d'information. Je voudrais revenir à Laurent. Laurent qui est au cœur de cette étude. On a vu, vous avez identifié les freins. Aujourd'hui, au-delà du constat, vous avez dans la quatrième partie, tête de chapitre, vous avez évoqué les potentialités et comment aller vers l'amplification de cette, en tout cas de cet intérêt par rapport aux femmes entrepreneuses. Oui, ben écoutez, je reviens peut-être sur ce que j'ai dit en introduction et peut-être pour le détailler davantage, effectivement. Il y a à la fois ce que vient d'évoquer Esther, le sujet de l'offre de financement. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Esther l'illustre bien, 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Par ailleurs, il y a des acteurs il y a des acteurs bancaires qui puisent dans leurs propres fonds propres pour financer aussi cet entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup d'argent de disponible. D'ailleurs, plus généralement, dans nos économies, on le sait, aujourd'hui, les liquidités sont extrêmement présentes. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup d'argent de disponible et que les opérateurs, les intermédiaires financiers ne demandent qu'à prêter, et notamment qu'à prêter à la femme africaine entrepreneuse. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Ça n'a pas toujours été le cas dans nos économies. On a cette chance incroyable d'avoir du financement disponible en masse et donc d'ailleurs pas cher, parce que comme on en a beaucoup, il n'est pas cher. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il y a la question de la demande. Comment est-ce qu'on fait pour que finalement un prêteur se sente suffisamment en confiance pour qu'il puisse prêter cet argent à une femme qui entreprend en Afrique? Et là, il y a différents blocages. Il y a des blocages de mécanismes, effectivement. Esther l'a évoqué très bien. Il y a le sujet de la garantie. Comment est-ce que j'organise effectivement des mécanismes de garantie qui évitent à la femme entrepreneuse soit de ne pas accéder au financement parce qu'elle n'a pas de garantie à offrir, soit effectivement d'éviter qu'elle mette en garantie le logement familial, qui serait sans doute un risque pour elle bien trop fort. Et donc là, les États, l'écosystème doit proposer aux opérateurs financiers des mécanismes de garantie. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'État se substitue, tout comme d'ailleurs on le fait en France dans le mécanisme du plan de relance aujourd'hui, tout comme c'est fait au Maroc depuis longtemps pour l'entrepreneuriat en général. Donc, des mécanismes où l'État, s'il y a un défaut, si l'entreprise ne peut pas rembourser son prêt, l'État se substitue partiellement et donc sécurise l'opérateur financier. Donc, il y a des mécanismes du côté de l'offre et du côté de l'écosystème. Moi, je voudrais insister vraiment sur le sujet de la demande. Afsat l'a bien rappelé, il y a un sujet de formation fondamentale pour permettre effectivement aux femmes africaines entrepreneuses de proposer un plan de développement, un plan de financement,
de leur entreprise qui soit intelligible par l'opérateur financier. Si vous venez et vous dites, moi, je veux de l'argent pour développer mon activité, je caricature évidemment sans donner plus de détails, personne ne vous prêtera de l'argent, ou en tout cas personne qui ne vous connaît pas. Et comme on veut aller au-delà, on veut sortir de la cellule familiale et de la microfinance, on veut aller un peu au-delà, il faut pouvoir produire cette confiance-là. Et donc, pour ça, il faut être outillé, il faut savoir faire un business plan, il faut savoir présenter une vision un peu stratégique. Faut mettre en avant tout ce qu'on a fait, toutes les belles choses qu'on a faites et qui démontrent qu'à l'avenir, effectivement, tout ça pourrait bien se passer, donc sécuriser l'opérateur financier. Donc ça, c'est de la formation. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'autocensure dans l'étude, qui est un sujet fondamental aussi, qui est un sujet psychologique. Afsat l'a rappelé. Vous voulez dire les inhibitions? Oui, en fait, la femme africaine, lorsqu'on y regarde d'assez près, finalement, 9% des femmes africaines pourraient avoir accès à du financement, je vais le dire autrement, 9% s'autocensurent. Donc, elles pourraient avoir accès à du financement, mais elles n'y vont pas. Et ce ratio, il est 2 fois plus petit chez les hommes, il est autour de 3-4%. Donc là, il y a un sujet aussi de changer d'état d'esprit, de logiciel et de se dire, ben, j'ai confiance en moi, je peux y aller, je vais savoir faire aussi bien qu'un homme. Et donc, il y a à la fois un sujet d'outillage, d'éducation, de formation, et puis il y a un sujet psychologique. Il faut débloquer, il faut se dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller au contact de l'opérateur financier et de vendre finalement son entreprise. Et c'est ces deux blocages qu'il faut du point de vue de l'offre, de la demande, pardon, de mon point de vue, travailler. Et ce rôle peut être joué par les patronats, parce que sur quels acteurs faut-il s'appuyer pour pouvoir aller vers cette massification, si je puis dire? Bah, écoutez, là-dessus, pour moi, c'est pour ça que j'ai rapproché les deux. Formation ou déblocage psychologique, on est sur la même chose en vérité. C'est de l'accompagnement de la femme entrepreneuse. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a vu en Malaisie, c'est détaillé dans l'étude d'ailleurs, une initiative intéressante, mais qui est finalement une initiative qui est portée effectivement par un organisme comparable, d'ailleurs à Women in Africa. C'est le Women Entrepreneurship Financing Programme. Donc, c'est des programmes soit issus de la sphère publique, soit c'est les États qui les organisent, soit c'est le patronat. Au Maroc, on a une belle initiative là-dessus pour soutenir l'entrepreneuriat en général, donc, soit par la société civile, les associations ou les banques de financement multilatérales qui, elles, peuvent effectivement, là aussi, financer des programmes. Elles ne financent pas le projet lui-même, mais elles financent des programmes de formation. Pour moi, c'est fondamental aujourd'hui. Le financement est là, les opérateurs financiers sont sensibilisés, on peut penser à des mécanismes de garantie complémentaires, certes, mais il faut surtout travailler sur la demande, surtout travailler sur l'accompagnement de la femme africaine. Encore une fois, ce n'est pas dans une logique spécifiquement femme, hein, ne nous y trompons pas. C'est pour que tout ça contribue à l'émergence économique du continent. C'est ça le sujet. Absolument. Afsat, vous êtes vraiment précieuse pour nous parce que vous êtes sur plusieurs territoires. En tout cas, vous appartenez à un monde anglophone. Vous êtes basé au Nigeria. Donc, comment regardez-vous la réalité dans la partie francophone que vous visitez souvent et le monde anglophone, le Ghana, le Nigeria, le Kenya, parce qu'on sent qu'il y à une agilité, une capacité, en tout cas un génie de situation qui permet à cette partie d'être plus dynamique. Et comment voyez-vous ce problème? Parce que la réalité est contrastée. Je pense que c'est difficile de dire parce que j'ai beaucoup de respect pour les pays francophones. Le premier pays francophone que j'ai visité avec mon père quand j'avais 11 ans, c'était Sénégal. Et quand nous sommes sortis de l'avion, mon père m'a regardé, il a dit, Hafsa, regarde les femmes sénégalaises comme elles sont belles. Mais pas juste leur beauté, mais aussi comme ils sont grandes et fortes et ils se débutent très bien sur la terre. Ils marchent avec confiance. Mais quand nous regardons dans le cas de Women in Africa, toutes les applications que nous recevons chaque année pour WIA 54, on peut remarquer que les pays anglophones,
il y a plus de dynamisme des pays anglophones que les pays francophones. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Considérez que chaque année, nous lançons l'appel pour application pour Women in Africa avec Roland Berger. Et je n'ai jamais fait la publicité au Nigeria. Même pas fait la publicité au Nigeria. Nous recevons trop d'applications du Nigeria. Je n'ai jamais fait la publicité. Pourquoi? Parce que je comprends que si nous pouvons choisir une personne, peut-être quelquefois deux ou trois, déjà nous recevons peut-être 500 candidats du Nigeria. Mais il y a des pays que nous devons chercher même pour un candidat. Et Je vois qu'il y a une démarche éthique, c'est très important. En tout cas, le temps passe, je vois, on a 5 minutes avant de donner pendant 15 minutes la parole à ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment, on est à 320 inscrits, et donc c'est dire l'importance de ce sujet. Je vais vous donner la parole à tour de rôle pour conclure et surtout aller vers les solutions en termes de propositions pour qu'on aille dans l'opérationnalisation. D'abord, je reste avec vous, Hafsat, vous êtes précieuse, allez-y. Comment voyez-vous cette problématique pour donner dans le pragmatisme et l'opérationnel? Et Hichem, mon loisir préféré, c'est Jigsaw Puzzles. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Jigsaw Puzzles. Ouais. Oui, où il y a Et beaucoup sont anglophones, donc ils comprennent. okay. J'aime le faire et après, vous avez une photo. Mais je pense que la situation maintenant en Afrique, en termes d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs, c'est comme ça. Il y a toutes les pièces sur la table. C'est juste de mettre en place, de fixer pour avoir une bonne photo. Nous avons les gens comme Laurent, nous avons Esther, nous avons la BAD qui peut chercher pour la finance. Nous avons les femmes, nous avons les gouvernements qui comprennent la situation et qui vont forcer, qui vont encourager les femmes. Nous avons besoin de soutenir les entreprises comme WIA. Comme ça, nous pouvons faire le travail de coordonner tout, assurer que tout s'entende bien et pour collaborer très bien et avoir le résultat. Je ne veux pas une situation que l'Union européenne mette en place des politiques qu'il fait maintenant. Et il n'y a rien en Afrique. Et la BAD fait, il y a 300 millions d'euros, mais les femmes entrepreneurs ne peuvent pas l'accès. Oui. Et pour assurer qu'il n'y a pas de raisons pour d'échec, Oui. il faut assurer que nous aider les gens qui peuvent mettre tout en place pour assurer les résultats. Absolument. Esther Dessanou, vous avez entendu, il y a de l'argent. Aujourd'hui, il faut peut-être, vous qui êtes au cœur de l'institution de la Banque africaine de développement, très souvent, on ignore comment remplir les démarches en termes de financement, c'est-à-dire que les appels d'offres, toute la difficulté est là, et très souvent, c'est le point aveugle, en tout cas de beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, comment voyez-vous cette question pour conclure de votre côté? Écoutez, comme vous l'avez dit, bon, l'argent est là, est disponible pour ne pas être un enfrein et un obstacle. Donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous travaillons avec aujourd'hui un fonds de garantie qui a quand même un certain nombre de membres d'institutions financières avec lesquels il travaille. Donc, ce sera même plus simple que de venir directement à la banque que de passer par ce fonds de garantie-là.
Et en plus de cela, aujourd'hui, la banque, à travers AFAWA, a même décidé de faire toute une série de roadshows à partir de l'année prochaine, où on expliquera ce qu'est AFAWA, comment ça marche, etc., juste pour que tout le monde soit au courant. Maintenant, ceci dit, c'est quand même important pour les femmes, et je pense que Laurent l'a bien dit, qu'elles elles-mêmes, quand même, ne se limitent pas, qu'elles prennent le risque d'aller à la banque, d'avoir les différentes conversations nécessaires avec les différents opérateurs financiers et de trouver un terrain d'entente qui leur permettront au fur et à mesure quand même de faire grandir leur entreprise. Et rapidement, juste pour revenir à ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, je pense que pour nous, c'est très important que les 3 piliers marchent en même temps, que les membres, que les gouvernements ouvrent quand même tout ce qui est régulation pour que les institutions financières puissent prendre le risque, pour que de manière inconsciente, les femmes aussi ne soient pas mises de côté. Parce que, par exemple, en demandant certains types de garanties, dont titres fonciers, etc., c'est sûr qu'on va les mettre de côté parce que c'est ceux qu'elles n'ont pas. Et donc, d'ouvrir et de permettre, de par les régulations, que les femmes puissent être incluses, c'est très important. Oui. Que les institutions financières, elles aussi, puissent mieux comprendre le marché féminin. La femme entrepreneur est très différente de l'homme entrepreneur. Il faut comprendre ça. Elles font face à des risques qui sont très différents. Elles ont financement de manière complètement différente aussi. Et donc, c'est important de prendre ça en compte quand on crée des produits particuliers pour les différents clients et aussi quand on analyse le risque. Et maintenant, les femmes entrepreneurs elles-mêmes, qu'elles aient accès à la formation, mais que ça se fasse quand même en collaboration avec les institutions financières, que ça ne se fasse pas juste en parallèle, parce que cette relation, en fait, doit exister entre la femme et son banquier. Et aujourd'hui, cette relation n'existe pas. Donc, ces 3 pôles-là doivent marcher en même temps pour qu'on puisse vraiment voir des résultats. On l'aura compris, les trois doivent marcher du même mouvement. Pour Laurent Benarous, vous êtes projeté au cœur du réacteur. Vous avez vu les 2 réponses et les idées. Comment voyez-vous, vous, pour conclure, vous avez le défi de le faire sur 2 minutes. Donc, dites-moi l'essentiel de… Peut-être le message, mais qui fera écho finalement à ce que viennent de dire Hafsat et Esther, ce à quoi je souscris complètement. C'est peut-être effectivement de se focaliser, moi j'aime bien dire ça à mes clients, de se focaliser sur ce qui est à leurs mains. L'action auprès des gouvernements, l'action de sensibilisation de la société, c'est des actions qui sont en cours. Nous-mêmes d'ailleurs on travaille, et je vais à Libreville dimanche soir en ce sens, pour justement développer des politiques d'inclusion de la femme, notamment dans le domaine économique. Donc ça, c'est des actions qui sont en cours, mais j'ai envie de dire qui sont des actions de moyen long terme et qui ne concernent pas forcément le quotidien de la femme entrepreneuse. Donc ça, il faut peut-être l'occulter, se dire que dans le pays dans lequel je suis, les conditions sont ce qu'elles sont. Elles évoluent, c'est très bien, je peux y contribuer en tant que militante, mais en tant qu'entrepreneuse, ce que je dois faire, c'est prendre ces contraintes-là, prendre cet environnement et vivre avec. Et une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, je ne fais que paraphraser ce qu'a dit Esther, c'est-à-dire de prendre des initiatives dans 2 directions, certes pour aller effectivement rencontrer les financeurs, mais aussi pour aller rencontrer, on n'imagine pas toute l'offre de formation qui aujourd'hui existe dans chacun des pays du continent africain. Bien sûr, c'est variable d'un pays à l'autre, mais des institutions comme WIA, des initiatives gouvernementales ou non gouvernementales, il y en a plein, des initiatives lancées par les financeurs multilatéraux, il y en a beaucoup dans chacun des pays. Et donc, ne pas hésiter à forcer un peu la porte, à aller dans ces programmes de formation, d'accompagnement, de mentoring. C'est aussi un levier dont on n'a pas parlé, mais il y a énormément d'associations qui proposent des accompagnements de type mentoring, c'est-à-dire un entrepreneur expérimenté qui vient vous aider dans le développement de votre entreprise. Donc, vraiment, aller au contact à la fois du financeur, mais aussi du formateur. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup.
sur le continent africain. Donc, ça, c'est ce qu'on fait à l'échelle micro. Le reste avancera et nous qui avons la chance de voir un peu les choses d'un peu loin et de collaborer avec les gouvernements, je peux vous dire que beaucoup de gouvernements aujourd'hui réfléchissent, ont compris, il y a eu ce déclic que la femme africaine est un contributeur fondamental à la croissance du PIB et à l'emploi du reste. Donc, ça, c'est en cours. Ne vous battez pas là-dessus, c'est un combat militant. Battez-vous sur le quotidien de votre entreprise. En tout cas, Roland Berger a compris l'enjeu de ce qu'on appelle les données, la bataille des données. C'est un élément fondamental. Et surtout, l'Afrique, elle a véritablement des faiblesses structurelles de ce point de vue. Et c'est bien de rationaliser l'espace africain à travers ces études qui permettent vraiment d'éclairer la voie et d'aller vers ces terrains, en fait, ces pistes inexplorées. Écoutez, je vois qu'il y a énormément de questions. Beaucoup vous félicitent d'ailleurs. Ça va être très difficile et pas objectif de ma part de faire. J'ai pas pu lire tout, mais je vais prendre au hasard une question parce que j'aurais passé mon temps à lire au lieu d'écouter nos panélistes formidables. Je prends par hasard une question. Il y a quelqu'un qui nous dit « Vivant au Canada et originaire de l'Afrique de l'Ouest, je gère un groupe de mamans entrepreneurs. Le dynamisme est probablement lié à l'histoire même. Le modèle anglo-saxon dans le monde des affaires qui semble être plus axé sur une approche encore plus capitalistique et une vision d'affaires. En tout cas, pour résumer, mais je n'ai pas eu le temps de le lire avant, donc je fais en temps réel l'accès. Donc elle nous dit au financement demeure également un défi dans les pays francophones, tandis que les organismes anglo-saxons ont une structure basée sur l'accessibilité facile au financement. On voit toujours cette comparaison monde francophone, monde AFSAT. Vous êtes au carrefour de ce monde-là. Qu'est-ce que vous dites même si on l'a abordé en partie dans le traitement. Il a dit que les pays francophones, ils n'ont pas assez accès de financement. C'est ça. Il y a moins d'accessibilité et plus de difficultés. Oui. Peut-être, mais il y a aussi, nous savons qu'il y a aussi les banquiers commerciaux comme Société Générale là-bas et Ecobank. Et il y a plusieurs banquiers, mais comme Esther a déjà expliqué, peut-être c'est une question de formation et une question d'assessment de risque. Et si nous pouvons les encourager, peut-être on peut gagner beaucoup parce que les femmes dans les pays francophones, par exemple les couturières, sont assez bons comme les couturières au Nigeria, au Ghana. Il y a plein de talents dans les pays francophones, mais peut-être il faut avoir plus d'encouragement dans les sociétés. Peut-être la société continue de regarder le secteur formel comme employé pour les gens, comme aspiration, les gens veulent être employés. Mais pour longtemps au Nigeria, au Ghana, nous n'avons pas la possibilité d'être employeurs. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de job. Donc, nous sommes forcés d'entrer le marché comme entrepreneur. Donc, je pense peut-être qu'il y a des différences entre des pays, l'économie des pays, mais je suis sûre que le talent, c'est la même. Ils sont partout. Oui. Pour rester sur... en fait, sur les moyens pour pouvoir permettre aux femmes de sortir de leur carcan, en tout cas de prendre l'initiative. Mais on parle, il y a en fait parmi les publics, on parle de la formation, de l'éducation et de l'information, qui sont des éléments clés dans cette histoire. La formation d'éducation et comme Laurent a déjà dit, aussi mentoring, c'est très important. Les femmes plus établies pour avoir un rapport de mentoring avec les start-upers, pour montrer les chemins. Parce que
les chemins, c'est pas clair, ne sont pas clairs pour les entrepreneurs. Comment on peut gagner les consommateurs, comment tester les produits et tout, et comment financer. Parce qu'on ne peut pas immédiatement aller à la banque commerciale. Il faut commencer avec la famille, le réseau personnel et tout. Et il faut, le mentoring, c'est clé pour les femmes aussi. Merci avec ce bel accent en français. Mais oui, Il y a une chose aussi qu'on doit dire que les femmes doivent avoir la confiance d'avoir des échecs. C'est normal dans le monde du marché. C'est pas une grave chose. Les hommes, il y a des échecs chez les hommes tout le temps. Mais les femmes, pour eux, ils pensent, oh, ma vie se termine maintenant. Non, il ne termine pas. On peut continuer, on peut créer quelque chose de différent. Et il faut avoir cette mindset, cet oui. esprit parmi les femmes pour changer la réalité. Laurent Benarous, vous savez que la dimension bancarisation en Afrique, quand on voit l'estimation entre 10 et 15%, le taux de bancarisation, on voit que le chemin est considérable à parcourir. C'est pour ça qu'on a parlé de microcrédit, microfinance, misofinance. C'est pour aller mailler l'espace et aller dynamiser en tout cas le tissu économique à travers des petites structures. Vous avez étudié les startups pour faire l'étude. Dégagez-moi juste l'élément à retenir. Sur la bancarisation? Oui, oui, Bah, écoutez, vous avez raison. Enfin, le contexte du financement, évidemment, on ne peut le comprendre que si on s'inscrit dans le niveau relativement faible de bancarisation en général en Afrique. Et d'ailleurs, particulièrement pour les femmes africaines, mais en vérité généralisée. Alors, la bonne nouvelle là-dessus, vous l'avez rappelé, c'est des taux de bancarisation parmi les plus bas au monde, ça c'est réel. En revanche, ce qui booste cette bancarisation aujourd'hui, c'est la technologie. Et donc, l'Afrique est certes une terre où il y a peu de banques, enfin, où le niveau de bancarisation est faible, mais c'est la terre où on a aussi développé le plus vite des solutions alternatives, ou en tout cas des outils technologiques pour aider à la bancarisation, notamment au Kenya. Donc, ça, c'est en train de se développer. La possibilité finalement de se bancariser avec son téléphone est déjà là. Et donc, ça participe au niveau de bancarisation. Donc, ça, c'est des choses, encore une fois, qui sont en cours, qui progressent, sur lesquelles les institutions travaillent, mais du point de vue, encore une fois, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse africaine, se saisir de ces outils, se saisir de toutes ces offres pour effectivement ne pas s'arrêter. Moi, je veux juste passer ce message. Il ne faut pas s'arrêter aux contraintes macro et se dire, bah non, la bancarisation est faible dans mon pays et donc je n'aurai jamais accès à un prêt bancaire. Non, j'aurai jamais accès à un enfant. Non. Regarder dans notre environnement et de se dire, et c'est ça être entrepreneuse, c'est face à des contraintes qui sont là, où est-ce que moi je peux trouver ma place? Et donc, oui, bien sûr que la bancarisation n'est pas très élevée, mais aujourd'hui, ce n'est pas la contrainte principale. Encore une fois, la contrainte principale, ne nous y trompons pas, c'est la capacité à convaincre des gens qui ne demandent qu'à prêter. N'oubliez pas qu'un banquier qui ne prête pas d'argent, au bout d'un moment, il fait faillite. Une institution multilatérale qui n'utilise pas les 300 millions d'euros qu'elle a, c'est un échec. Donc, encore une fois, ne nous focalisons pas sur les contraintes à l'échelle micro-nationale et regardons ce que les entreprises peuvent faire. Allez au contact, formez-vous, travaillez, regardez sur quoi vous pouvez progresser et capturez les outils qui vous permettent de progresser. Laurent Benarous, il faut aller au contact. C'est un élément à retenir et je tiens à vous remercier. En tout cas, ainsi s'achève ce panel passionnant. Merci à Afsat Abiola, à Esther Danassou d'Abidjan, qui nous fait un clin d'œil de là-bas, et de Laurent Benarous, véritable homme qui nous a permis d'avoir cet échange riche à travers. Je vous recommande d'ailleurs de télécharger à chacun qui nous écoute l'étude parce que c'est une source inépuisable. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.
Merci, Monsieur Hicham aussi. Il est parti. Esther, you're muted, Esther. I think we're still live though. Yeah, thank you so much. Thank you. It was a pleasure. Bye-bye.